l'UFML est partie de plusieurs constats qu'elle a fait un peu avant les autres, que les autres ont repris pour après, je parle des autres syndicats, pour après s'en servir avec des mauvaises décisions ou des acceptations, des compromissions, avec des décisions qui nous enfoncent davantage. Et ces constats sont vraiment dramatiques et conduisent notre service de santé, qui était parmi les meilleurs du monde, à une dégringolade à la fois de la qualité, de l'efficacité, et avec des drames qu'on a vus déjà cet été. Donc tout ça est lié à plusieurs décisions, 20 ans de décisions politiques néfastes, donc notamment le numerus clausus, on parlera plus tard. Et en réalité, on dit dans les médias et depuis Madame Touraine qu'on ne comprend pas pourquoi il y a des déserts médicaux, parce que la France n'a jamais compté autant de médecins. Donc on a les chiffres, les vrais chiffres, c'est 290 000 inscrits à l'ordre, dont 226 000 actifs, donc tous ceux qui sont inscrits ne sont pas forcément actifs. On a 105 000 médecins généralistes en libéral, la moitié ont plus de 50 ans, 30% plus de 60 ans, et 8% cumulent emploi et retraite. Ceux-là sont vraiment très fragiles parce qu'ils vont profiter de la moindre contrainte pour s'arrêter. Les femmes représentent bientôt 50%. Elles sont passées de 38 à 47% en 10 ans de l'exercice libéral. Et on dit qu'à cause de ces vilaines femmes, eh bien, le temps médical d'exercice s'allège. Mais c'est complètement faux, parce que les garçons aussi, ils aiment bien avoir des RTT, faire du sport et s'occuper de leurs enfants. Donc c'est pas que à cause des femmes. Les pertes en médecine générale sont les plus marquées sur le territoire. Parce que, évidemment, la médecine générale a perdu nettement son attractivité. Donc il faut savoir que ce n'est pas la région de la Creuse la pire lotie en désert médical, que finalement les déserts s'étendent sur tout le territoire. Et par exemple, en Île-de-France, on est un désert médical. Paris a perdu en 10 ans 28% de ses médecins généralistes. Les régions de 15 à 25%. Il n'existe plus en France de zones qu'on pourrait appeler surdotées, même en PACA. Le désert s'étend également à l'exercice salarié hospitalier, puisque 27,4% des postes de praticiens hospitaliers ne sont pas pourvus. Donc le problème n'est pas seulement dans le développement des territoires, mais aussi dans l'attractivité de l'exercice médical libéral. Le taux d'installation en libéral est passé à 8% d'une promotion de médecins, et 25% d'une promotion qui termine son cursus ne choisira pas le soin. Donc on va découvrir des médecins à l'ARS, des médecins à la Sécu, des médecins dans l'industrie, des médecins qui font plein de choses mais qui ne soignent pas. Donc c'est un peu dommage. Pourquoi? Parce que c'est devenu pas rentable de travailler avec une tarification la plus basse de l'OCDE après Malte, dans le pays où les charges sont les plus élevées et continuent d'augmenter, gentiment. Plus viable d'endosser un statut social précaire, et les jeunes en sont conscients maintenant, qui accepteraient de nos jours 90 jours de carence, et alors que les gens se plaignent en disant « oui, mais moi, si vous ne me rajoutez pas mon arrêt de travail, je risque d'avoir un jour de carence supplémentaire, si je fais 2 arrêts de travail », et je dis « oui, un jour donc », et nous c'est 90. Donc je ne sais pas comment les syndicats de médecins qui sont censés nous défendre sont arrivés à ce total-là, mais c'est sidérant, et personne ne fait rien contre ça. Voilà. Alors il y avait la problématique aussi des congés maternité qui n'étaient pas les mêmes selon que tu travailles en secteur 1, secteur 2 et tout ça, comme si les bébés avaient différents droits selon le mode d'exercice de leur maman. La retraite aussi est dramatique. Il y a vraiment des chiffres très inquiétants, et depuis que l'État s'est installé dans l'administration des comptes de la CAF, eh bien, il y a préemption des réserves prudentielles. Donc là, apparemment, il y a tout le monde un peu louche sur un petit milliard d'argent qui était prévu pour vos retraites, mais qui va bizarrement par magie, j'ai vu le tweet de tout à l'heure, très drôle, disparaître au profit d'autres caisses de retraite.
Donc c'est bien logique. Alors on est passé en 10 ans de 4 cotisants à 1 bénéficiaire et maintenant on est à 1,5 cotisants pour un bénéficiaire. Donc la suite est sombre. La surcharge administrative, vous la connaissez, elle s'amplifie d'année en année. Et de plus, on rajoute la mise aux normes des cabinets, sans réévaluation tarifaire bien sûr, et ça a donné lieu parfois à des fermetures de cabinets. Les médecins qui peuvent employer une secrétaire sont rares, la tendance est plutôt à les licencier quand il y en a. Seuls les médecins en groupe pouvaient les garder, et on a encore l'expérience d'un confrère de Calais qui nous disait que maintenant, dans le cabinet où il travaillait, il n'y a plus de secrétaire et tout marche avec les secrétariats externalisés. Donc on a un secrétaire qui se retrouve au chômage, on fait grossir Doctolib et on invente quoi? Les postes d'assistants médicaux, ça c'est bien rigolo, je pense que Jérôme va vous en parler aussi. Après, des solutions, alors il y a eu la commission à l'Assemblée présidée par Viguier qui a suggéré que c'était bien d'imposer les installations, mais là il y a eu un blocage quand même. Madame Buzyn, elle a dit non, c'est pas bien, on ne touche pas pour l'instant à la liberté d'installation. C'est très rigolo de dire ça et en même temps de dire chaque médecin va être dans une CPTS avec un aval de l'ARS pour dire où il doit s'installer. Et si on appelle ça liberté d'installation, je veux bien qu'on m'explique. Voilà. Et l'histoire des maisons de santé, alors c'est aussi un affichage. On veut passer de 1000 à 2000 pour des maisons de santé qui coûtent de 400 000 à 3 millions d'euros pièce chacune. C'est le bâtiment qui coûte cher. Évidemment, tout ça ne va pas aux soins. Et derrière, on ne les remplit pas. Donc, on a un superbe dossier que va nous présenter Antoine sur la question, avec des maisons qui sont de plus en plus fantaisistes, des mages ou des murs vides. Voilà, donc les solutions, Jérôme va aussi vous en parler. On pense vraiment tout miser sur la revalorisation de l'exercice, mais c'est vrai qu'on s'en éloigne, parce que nous, notre idée, c'était de défendre la revalorisation de l'acte. Mais s'il n'y a plus de paiement à l'acte, qu'est-ce qu'on devient? Voilà, et puis c'était pour nous le seul moyen à la fois de garder une indépendance et de permettre d'intégrer toutes les nouveautés, les nouvelles technologies, les innovations en santé, etc. Et là, pour l'instant, tout ça va être un peu coupé avec ces nouveaux modes de financement.